sont de noms de migrants morts dans la Méditerranée. Français. Il y a français, anglais et espagnol. Moi je veux bien. Français. Je peux vous filmer? Merci. Qu'est-ce que c'est juste? Vous pouvez m'expliquer? C'est le tribunal populaire, donc c'est ce qu'on va... Je sais pas, je suis juste une petite main. Mais du coup c'est le déroulé en fait. Oui, voilà, du tribunal populaire qui va se dérouler tout à l'heure ici. Donc c'est le scénario qui va être... déroulé. J'ai juste fait la graffeuse manuelle des documents en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. Super, merci. Du coup, on se retrouve encore une fois ici par Richelieu, qui, comme beaucoup le savent, est un lieu très symbolique ici à Calais. Parce que c'est ici qu'on commémore chaque décès qui a lieu à la frontière franco-britannique. Aujourd'hui, on va entendre et réentendre, parce qu'on ne les entendra jamais assez, des témoignages. Ce sont les témoignages de 3 personnes. D'abord, on entendra Fatima, qui va parler... qui va parler pour Leila et Sissi. Elles ont perdu frères, belles-sœurs, oncles et cousins lors d'un naufrage au large de l'Italie où 200 personnes Il y avait 200 personnes sur ce bateau. On a retrouvé 94 corps et on ne sait pas combien de personnes ont disparu. Leur famille s'appelait Zabioula, Mina, Akef, Aref et Asib. Ensuite, on entendra Ousmane, qui va parler d'Abdou, son ami qui a disparu depuis 2023 après avoir quitté le Sénégal, et de Saad, qui est décédé en Espagne, suite à une grève de la faim qu'il a fait pour exiger des conditions de vie décentes. Il parlera aussi d'un groupe qui a fait naufrage au large de Saint-Louis. Enfin, on entendra Amélie, qui travaille pour Utopia 56 et qui était de nuit lors du décès de Djouma Al-Hassan, qui est décédé le 2 mars 2024, alors que la police intervenait pendant qu'il essayait de traverser la Manche. S'en suivra un procès fictif pour essayer qu'enfin ces crimes soient enfin qualifiés comme il se doit. Et je donne la parole à Fatima. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Fatima Maleki, ich bin heute hier und ich spreche im Namen meiner Mutter. Wir kommen aus Afghanistan und leben in Deutschland. Am 26. Februar 2023 waren meine Onkel Zabiola, seine Frau, ihre 3 Kinder, meine Cousine und Cousin auf einem Boot mit vielen anderen Geflüchteten unterwegs. Ich spreche heute nur über meine eigene Familie. Bei diesem Unglück habe ich meinen Onkel, seine Ehefrau und 3 Kinder und einen weiteren Cousin im Meer verloren. Nur wegen der Verantwortlosigkeit der italienischen Behörde. Das Boot ist gekentert, in Stück zerbrochen und die meisten Menschen sind ertrunken. Ein junger Mann namens Samir war ebenfalls an Bord. Seine Verlobte hat uns erzählt, dass Samir die Polizei angerufen hat und um Hilfe gebetet hatte. Er informierte sie, dass es sich um ein Flüchtlingsboot handelt, das auf dem Weg zur Küste in dringend Hilfe braucht. Aber stundenlang kam niemand. Dann kam ein schwerer Sturm und sie sind gestorben. Okay. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Fatima Maleki. Je suis ici aujourd'hui pour parler au nom de ma mère, de ma sœur. Nous sommes originaires de l'Afghanistan et nous vivons en Allemagne. Le 26 février 2023, mon oncle Zabioula, sa femme Mina
leurs 3 enfants, ma cousine et mon cousin étaient à bord du bateau avec de nombreux autres migrants. Aujourd'hui, je parle uniquement au nom de ma famille. Lors de cette tragédie, j'ai perdu mon oncle, sa femme, leurs 3 enfants et une autre cousine dans la mer, uniquement à cause de la négligence des autorités italiennes. Le bateau, le Summerlove s'appelait le bateau, a chaviré, s'est brisé en morceaux et la plupart des personnes à bord se sont noyées. Un jeune homme nommé Samir était également à bord. Sa fiancée nous a raconté que Samir avait appelé la police pour demander de l'aide. Il les a informés qu'il s'agissait d'un bateau de migrants, qu'il était en route vers la côte et qu'il avait un besoin urgent d'assistance. Mais des heures ont passé sans aucune aide. Puis, une forte tempête est arrivée et ils sont morts. Meloni ist gekommen und hat viele Versprechen gemacht. Was ist aus diesem Versprechen geworden? Wann wird sie endlich zu ihren Worten stehen? Wie kann eine Politikerin etwas sagen und dann einfach vergessen, was sie versprochen hat? Wann wird die italienische Polizei zu Rechenschaft gezogen für eine solche Verbrechen? Wenn ein Boot mit Geflüchteten um Hilfe ruft und diese Hilfe verweigert wird, wenn Polizei und Küstenwache wegsehen und weiterfahren und Menschen sterben, wenn das kein Mord ist, was ist das dann? Ich persönlich nenne diejenigen, die die Hilfe verweigert haben, Mörder. Wegen ihrer Verantwortlosigkeit sind hunderte Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen gestorben. Die Menschen müssen zu Rechenschaft gezogen werden. Sie müssen ihre Strafe bekommen, so wie jeder Mörder verdient. Meloni est venue et a fait beaucoup de promesses. Quel est devenu de ces promesses? Quand tiendra-t-elle enfin sa parole? Comment une femme politique peut-elle dire quelque chose puis simplement oublier ce qu'elle a promis? Quand la police italienne sera-t-elle tenue responsable d'un tel crime? Lorsqu'un bateau transportant des réfugiés appelait à l'aide et que cette aide est refusée? Lorsque la police et les gardes-côtes détournant les regardent et poursuivent leur route et que des gens meurent? Si cela n'est pas un meurtre, alors comment l'appelez-vous? Moi, personnellement, je qualifiais de meurtrières ceux qui ont refusé d'aider. À cause de leur irresponsabilité, des centaines d'enfants, de jeunes hommes et de femmes sont morts. Ces personnes doivent être tenues responsables. Elles doivent recevoir la punition qu'elles méritent, comme tous les meurtriers. Ich mache, ja? Ja. Kein Mensch flieht zum Spaß oder aus Langeweile. Wer sein Leben auf dem Meer, in den Bergen oder auf dem gefährlichen Wege riskiert, hat einen sehr ernsten Grund. Für viele ist die Flucht der letzte Ausweg, selbst wenn sie zu 99% den Tod bedeuten. Personne ne fuit son pays pour plaisanter ou pour plaisir. Celui qui risque sa vie en mer, dans les montagnes ou sur des routes dangereuses, le fait parce qu'il n'a plus de choix. Pour beaucoup, pour la majorité, fuir est le dernier espoir, même si cela signifie 99% de risque de mort. Danke fürs Zuhören. Merci beaucoup pour avoir écouté. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue. Mon ami Abdou a pris la route d'Espagne
Et ça fait plus de 2 ans, on ne sait rien de lui. Sa maman a fait le deuil. À Saint-Louis, il y avait une pirogue qui contenait plus de 100 personnes. La route d'Espagne-Sénégal fait 2500 km, mais juste après avoir parcouru 50 km, la pirogue s'est cassée et seules 6 personnes ont pu être sauvées. Et une fois à terre, ils ont été mis en prison. Certains pirogues font 5 à 6 jours de route avec une mer très calme, mais quand il y a un mauvais temps, le voyage peut durer 15 à 17 jours. Si ça le dépasse, c'est ce qu'il y a une catastrophe. J'ai connu 2 pirogues qui ont fait 15 jours de voyage. Il y avait plus de carburant et qu'ils se sont mis à casser les bois pour pouvoir ramper dans la mer. Et c'est l'hélicoptère de Elena qui les a sauvés. Merci à cette Elena qui vit en Espagne avec son hélicoptère. Moi personnellement, dans la pirogue où j'ai fait le voyage, on a passé 11 jours dans la pirogue. La mer était grave fâchée et qu'il y avait un grand trou. L'eau entrait comme si, et moi comme si j'étais pêcheur et je pouvais maintenir l'équilibre, je me chargeais de faire sortir l'eau dans la pirogue. Moi, mon cousin de 14 ans et un autre mineur de 16 ans. C'était un jeu d'enfant pour eux, mais moi, comme j'étais tout le temps sous l'eau, j'étais mouillé avec le froid glacial qui faisait. J'en pouvais plus, mais quand je pensais à mon fils et à ma famille, ça me redonnait plus de courage. Et quand nous sommes arrivés ici en Espagne, la Croix-Rouge nous a accueillis, nous tous, et qui nous a mis dans un centre d'accueil. On a passé 3 mois là-bas dans des conditions anormales. La nourriture n'était pas bonne, on était nombreux et on n'avait pas l'accès à la santé. Il y avait seulement 2 infirmières pour 1000 personnes, pour 1300 personnes. On nous a laissés là-bas et on a dit que les Sénégalais et les Gambiens ne peuvent pas demander l'asile parce qu'il n'y avait pas de guerre chez nous. 3 mois après, on nous a transférés et on nous a amenés à San Fernando, les autres à Aranjuez et dans les autres lieux de Madrid. Et quelques temps après, on nous a dit que vous ne pouvez pas vivre dans les centres, vous avez seulement 1 mois ici et après 1 mois, vous allez dehors. Et nous, comme on ne savait pas quoi faire, moi personnellement, j'ai essayé de contacter les autres qui vivaient dans les autres centres. Je les ai dit, faisons une grève de faim. Et nous l'avons fait, on était nombreux. Et la Croix-Rouge est venue nous demander pourquoi vous faites une grève de faim. Et moi, je les ai répondu parce qu'on n'a pas d'endroit où vivre. Si nous sortons ici, nous n'allons pas avoir où dormir et que nous ne connaissons personne. Mais la Croix-Rouge m'a répondu à que cette décision vient du ministère. Ça ne vient pas de nous. On a essayé de parler et on a essayé de leur dire que de nous laisser plus de temps. Et ils ont dit non. Quelque temps après, 3 jours avec la grève de faim, une personne au nom de Sad, il est marocain, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il y avait un membre de la Croix-Rouge qui était dans le centre. On l'a dit que cette personne est malade, il a besoin d'accompagnement pour aller à l'hôpital. Et il nous a répondu, moi, je dois partir. Je ne peux plus travailler, c'est mon heure d'aller. Et il a dit que vous devrez l'accompagner nous-mêmes. Et nous, on ne parlait pas espagnol, on ne comprenait rien du tout. Du coup, on est parti à l'hôpital avec le malade. Et le docteur, on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Et il nous a écrit un papier. Et on est parti à la pharmacie. Et quand on est parti là-bas, le pharmacien a dit,
il devrait avoir un membre de la Croix-Rouge qui vous accompagne pour qu'on puisse vous donner les médicaments. Et il ne nous a rien donné. On est retourné à l'hôtel, la personne se sentait plus malade et il est tombé. On a appelé le centre dossier 112 et ils ont tardé pour arriver et la personne est morte. Et après ça, les journalistes sont venus, la Croix-Rouge est venue et la Croix-Rouge m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je les ai répondu, quand on vous a appelé et qu'on avait besoin de vous, vous n'avez pas voulu parler avec nous. Et maintenant qu'il y a une personne morte, vous êtes là. Et moi je suis parti. Le lendemain, mes amis m'ont dit, l'objectif c'est de déposer l'asile pour pouvoir être dans des endroits où vivre et avoir l'accès à la santé. Donc parlons avec le gouvernement. Et moi j'ai tenté de parler avec eux et ils nous ont dit, ne dites rien, chaque 10 jours, on va amener 10 personnes et vous allez demander l'asile. Et après ça, on nous a autorisés à continuer de vivre dans les centres et on nous a permis de demander l'asile. Et c'est comme ça qu'on a pu régler nos problèmes. Mais la personne qui est morte juste parce que il n'a pas été bien accueilli, parce qu'il n'a pas été accompagné au moment où il se devait, mais parce qu'aussi il n'avait pas un endroit où vivre. C'est pour ça qu'il s'est mis à faire une grève de faim. C'est ça, l'histoire. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, vers minuit, on a reçu un message. Une personne est morte, il faut appeler les secours. C'est l'équipe d'Utopia 56 qui a reçu ce message-là, qui a directement appelé les secours, donc la police et les pompiers. On leur a plus ou moins répondu qu'il y avait des équipes sur place, mais que personne n'était mort, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur racontait. Les pompiers ont expliqué avoir sorti des personnes du canal et que les personnes étaient parties en courant, mais qu'il n'y avait plus personne. Pourtant, un peu plus tard dans la nuit, on a rencontré le groupe qui nous avait appelés. Ils étaient tous complètement abandonnés, trempés, traumatisés par ce qui venait de se passer. On a dû rappeler les pompiers plusieurs fois pour qu'ils interviennent pour des personnes qui étaient au bord de l'hypothermie. Il a fallu insister pour qu'ils interviennent et qu'ils prennent en charge les personnes. Et plusieurs personnes du groupe nous ont alors raconté ce qui s'était passé. Ils nous ont parlé de leur ami Juma, un jeune de 27 ans, avec qui ils ont tenté d'embarquer sur une embarcation dans le canal, mais qui ne savait pas nager et qui est tombé à l'eau au moment de l'embarquement, alors que la police était présente et qui a directement disparu sous l'eau. On a passé la nuit au téléphone à essayer de rappeler pompiers et policiers, mais toujours les mêmes réponses. Il n'y a plus personne dans le canal, on a fait des recherches, tout le monde est parti. Le matin, quand on a rappelé à nouveau les commissariats, on nous a simplement dit d'arrêter d'appeler, que les recherches étaient terminées. On apprendra plus tard que les recherches elles vont durer en tout et pour tout 3 heures, en pleine nuit, simplement à l'aide de lampes torches et de drones. Alors que Juma a disparu dans un canal, donc à un endroit plutôt fermé. Et même si la localisation n'était pas précise, la zone était à peu près délimitée. Dans les jours qui ont suivi, on a continué de recevoir pas mal de témoignages des proches, des amis de Juma, qui ne le trouvaient toujours pas et qui n'avaient pas de nouvelles. On l'a cherché dans les hôpitaux, on l'a cherché au niveau des lieux de vie, dans les gares. Il y a son oncle Mohamed qui était au Royaume-Uni et qui l'attendait là-bas, qui s'est déplacé pour venir à Calais et également le chercher. Le 8 mars, il s'est rendu au commissariat pour déposer une plainte et essayer de rouvrir les recherches. Les policiers ont simplement accepté de prendre une main courante. Et ça en est resté là. Le 12 mars, avec plusieurs associations, on a fait un signalement au procureur pour essayer de relancer également les recherches. Finalement, c'est resté sans réponse. Au final, c'est 16 jours plus tard après la disparition de Juma que son corps a été retrouvé au bord du canal, à quelques centaines de mètres de là où il avait disparu.
On a appris cette nouvelle dans la presse, tout comme son oncle Mohamed qui n'a jamais été contacté par les autorités. Il faut avoir en tête que sur la même période, il y avait une personne âgée, une habitante d'un village voisin, qui avait également disparu, pour laquelle il y a eu beaucoup de recherches avec beaucoup d'investissements dans les recherches pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Il y a quelques semaines, vous en avez peut-être entendu parler, il y a une enquête journalistique qui est sortie, qui a repris plusieurs témoignages des amis de Djouma qui étaient présents cette nuit-là et qui ont raconté ce qui s'était passé. Tout s'explique comment Djouma s'est retrouvé pris en étau entre, d'un côté, les policiers sur la berge qui gazaient le groupe pour essayer de les empêcher de partir, de l'autre côté, l'eau avec l'embarcation, mais qui ne pouvait pas se rapprocher à cause de la vase et de la boue. Djouma, il ne savait pas nager. Ses amis, ils expliquent qu'ils l'ont vu faire demi-tour et tenter de remonter pour retourner en ville. Et c'est là que les policiers ont à nouveau gazé, alors qu'ils étaient très proches de lui. Ils expliquent que complètement désorienté, il n'a pas eu d'autre choix que de sauter dans l'eau. Et en quelques secondes, ils l'ont vu disparaître. Les policiers sur place n'ont jamais intervenu pour aider à le sortir de l'eau. Et eux-mêmes, sur l'embarcation, ils n'ont pas pu se rapprocher de l'endroit où il était. Donc il n'y a pas eu plus de recherche que ça à cet endroit-là. En 2024, il y a eu 89 décès à la frontière franco-britannique, dont 78 lors d'une tentative de traversée par l'embarcation de fortune. Bien, bonjour à toutes et à tous. L'audience du procès fictif de Calais est ouverte. Je vous rappelle qu'à l'issue des témoignages que nous venons d'entendre, l'objet de cette audience sera de répondre par oui ou par non à la question suivante, que je vais donc vous dire. L'Union européenne et ses États membres, par le biais des politiques migratoires mises en œuvre par ses dirigeants aux frontières extérieures et des morts qu'elles occasionnent, sont-ils coupables de crimes contre l'humanité? La parole va être donnée à deux avocates. L'une qui sera l'avocate de l'accusation, laquelle tentera de vous convaincre qu'il convient de répondre par oui à la question posée, à savoir que les États européens sont coupables de crimes contre l'humanité. Une seconde avocate prendra ensuite la parole pour la défense et elle tentera de nous convaincre du contraire. À l'issue de ces échanges et d'un tour de questions le cas échéant, nous déciderons collectivement à l'applaudimètre si nous répondons oui ou non à la question posée par ce procès. Alors avant de donner la parole au conseil des différentes parties, je me dois de vous livrer quelques clés de compréhension essentielles. Tout d'abord, je voulais commencer par vous indiquer que le 17 juillet, qui est la date du jour, est une date importante puisqu'il s'agit de la journée de la justice pénale internationale. Elle marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome, le 17 juillet 1998, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, qui vise à protéger les personnes contre le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. L'article 7 du statut de Rome, qui est transposé en droit français à l'article 212-1 du Code pénal, prévoit la chose suivante, ce qui permet de cerner le cadre de la réflexion que nous aurons à avoir aujourd'hui. On entend par crime contre l'humanité, nous dit le texte, l'un quelconque des actes, ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Il s'agit notamment des crimes suivants: le crime de meurtre, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, la disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid, mais encore, et pour finir, les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. On vient de préciser, pour terminer cette courte instruction, qu'il y a eu par le passé plusieurs plaintes qui ont été déposées sur ce fondement pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale
ciblant le traitement réservé par l'Union européenne et ses États membres aux personnes migrantes. On peut citer en 2019 le dépôt d'une plainte devant la Cour pénale internationale pour complicité de l'Union européenne avec les gardes-côtes libyens et différents mouvements libyens dans le refoulement et les situations de torture en découlant. En 2022, l'European Center for Constitutional and Human Rights a déposé une plainte devant la Cour pénale internationale pour des motifs similaires. Et on peut enfin citer plus récemment, en 2024, Utopia 56 et la LDH qui ont déposé plainte contre Fabrice Leggeri pour crimes contre l'humanité après avoir contribué à des refoulements illégaux d'exilés aux portes de l'Europe alors qu'il dirigeait l'agence européenne Frontex chargée de la surveillance aux frontières. Cette courte introduction étant terminée, et après les témoignages que nous avions eu l'occasion d'entendre tout à l'heure, je vais donner la parole aux différents conseils afin qu'ils exposent leur position, l'un pour l'accusation, l'autre pour la défense. Je donne donc dès à présent la parole au conseil, l'avocate de l'accusation. Monsieur le Président, merci pour cette introduction qui éclaire le cadre juridique dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui et qu'il est très très important de rappeler. L'accusation est grave. Il s'agit d'accuser l'Union européenne de crimes contre l'humanité et cette accusation tient. Et j'en ferai la démonstration. Le crime contre l'humanité est prévu par le statut de Rome et vise des actions qui ont été détaillées par Monsieur le Président tout à l'heure. L'Union européenne, jusqu'à ce jour, régulièrement, échappe à toute responsabilité parce que les actes dont elle se rend coupable, elle n'en répond pas devant les autorités puisqu'on la considère comme une entité qui n'est pas coupable en tant que telle. Or, l'Union européenne s'est engagée dans le cadre de deux conventions, deux règlements. Elle s'est engagée à promouvoir le statut de Rome, à participer, à contribuer à cette justice internationale qui est fondamentale. Et c'est aussi une Union européenne qui s'est engagée à se donner les moyens de répondre à cette responsabilité de celui qui enfreint les normes les plus fondamentales, les normes fondamentales qui l'inspirent. Et qui l'inspirent, et il me semble essentiel de rappeler aujourd'hui que si l'Union européenne doit répondre de ces actes, c'est parce qu'elle a pris des engagements. Je lui rappellerai ici, devant tout le monde et devant le public, qu'au terme de l'article 2 du traité fondateur de l'Union européenne, c'est-à-dire l'essence même de cette construction juridique, l'Union est fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits de l'homme, y compris le droit des personnes appartenant à des minorités. Ce sont des engagements que vous avez pris. Les valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce sont ces valeurs-là que, au quotidien, vous piétinez aux frontières. L'article 3.5 de ce même traité, il est important parce qu'il prend des engagements. L'Union européenne a pris des engagements à l'égard du reste du monde. Il indique, il prévoit, il dispose que dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ces valeurs que je viens de décrire longuement. L'Union européenne contribue à la paix, à la sécurité, à la protection des droits de l'homme. Alors non seulement l'Union européenne trahit son identité, ses engagements, mais également elle commet des crimes contre l'humanité. Monsieur le Président a rappelé les textes, a rappelé ce qui était constitutif de ce crime, et je vous ferai la démonstration de ce que particulièrement l'article 7 petit k du statut de Rome est caractérisé et que cette infraction est commise par l'Union européenne. L'Union européenne est coupable d'avoir accompli des actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Et cette démonstration, elle peut être faite en évoquant les faits. Vous avez entendu ces témoignages tout à l'heure qui étaient totalement terribles et terrifiants et qui démontrent que l'Union européenne, par cette politique de pseudo-contrôle des frontières, mais en réalité de fermeture des frontières, eh bien, elle tue. Les personnes exilées meurent, elles meurent autour de ces territoires. Les témoignages de la famille Temari est à cet égard terrifiante. Le témoignage rapporté par Amélie aussi fait état de ces personnes qui meurent parce qu'elles ont souhaité poser le pied sur le territoire de l'Union européenne. Et encore une fois, le témoignage également de Doussman qui explique ce que représente ce risque pris par les personnes exilées, ce risque que nous sommes censés éviter par ces grandes déclarations de respect des droits de l'homme dont nous nous targuons à longueur d'année. Alors ces décès, oui, ils sont dus à la politique de l'Union européenne que vous promouvez. Cette politique, elle prend plusieurs formes, en tout cas le renforcement et la fermeture des frontières prennent plusieurs formes. D'abord, une externalisation des contrôles migratoires. Plutôt que d'assumer, d'accueillir et de respecter les droits humains comme elle s'est engagée à le faire, l'Union européenne repousse et empêche l'accès à son territoire en externalisation sa politique de contrôle migratoire. Elle a noué des partenariats avec la Turquie, la Tunisie et la Libye. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe en Libye. Les exactions des autorités libyennes sont documentées. Il y a des plaintes qui ont déjà été déposées. Des dénonciations ont été faites à de multiples reprises. Mais l'Union européenne reste sourde et feint d'ignorer ce qui s'y passe. Depuis 2017, des centaines de millions d'euros ont été versés à ce régime, tout sauf démocratique et très peu respectueux, évidemment, de la personne humaine, pour intercepter les migrants en mer. Lorsqu'ils sont interceptés, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés dans des conditions indignes qui piétinent toutes les règles les plus élémentaires du respect de la personne humaine dont nous sommes censés être les chantres, en tout cas les protecteurs. En 2023, 17 025 personnes ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye. 17 000. 17 000 personnes qui avaient peut-être des choses à nous dire, un refuge qu'ils cherchaient en Europe et qui leur a été refusé. Et ils ont été renvoyés à ces autorités libyennes qui violent les droits les plus élémentaires de l'homme au quotidien. Mais cette externalisation, même l'Angleterre l'a mise en œuvre avec les accords qu'elle a conclus avec la France pour que la France se charge de empêcher les personnes exilées de se rendre sur son territoire. Ce n'est pas seulement une externalisation, c'est aussi une manière de renvoyer la responsabilité du contrôle des frontières d'un pays à l'autre en déployant des moyens totalement invraisemblables, des moyens considérables, 125 millions d'euros, selon un rapport de 2020, payé par le gouvernement anglais pour permettre aux autorités françaises de contrôler ses frontières, et une sophistication toujours plus élaborée des moyens de contrôle, avec des caméras infrarouges, des drones, des avions, et tout cela pour empêcher des personnes exilées de se rendre en Angleterre. Se rendre en Angleterre, ça veut dire traverser une mer, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle, la Manche est devenue un cimetière monstrueux, un cimetière dont la responsabilité et les morts dont la responsabilité incombe autant à la France que l'Angleterre, mais la France, membre de l'Union européenne. Nous avons eu le témoignage de la famille Temari tout à l'heure et je pense qu'on doit nécessairement vous demander aujourd'hui, vous, Union européenne, que dites-vous de cela? Quand on vous oppose ces morts, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que vous assumez cela au regard des engagements et des traités fondamentaux qui vous constituent? Une externalisation, mais aussi une pratique de plus en plus développée du pushback. Frontex
a été épinglé en 2022 pour le refoulement illégaux de personnes migrantes de la Grèce vers la Turquie. Non seulement on externalise la gestion de la prise en charge des personnes exilées, mais lorsqu'elles arrivent proches d'une frontière européenne, elles sont repoussées vers un pays comme la Turquie, qui, encore une fois, est loin de répondre aux principes les plus fondamentaux de respect de l'être humain. Des refoulements illégaux, bien sûr, puisqu'ils sont effectués. Je donne un exemple. Les gardes-côtes grecs, le 5 août 2020, ont traîné un canot pneumatique avec 30 migrants à bord, non vers la Grèce, mais vers la Turquie. C'est-à-dire que pour ne pas accueillir ces étrangers, ces exilés, eh bien, les repoussent vers des pays hors de l'Union européenne pour ne pas avoir à assumer ses responsabilités, pour ne pas accueillir, pour ne pas respecter l'homme et l'être humain dans ce qu'il a de plus fondamental et de plus respectueux depuis que l'Union européenne se prévaut de ces valeurs-là. Ces valeurs fondamentales, elles ont été cristallisées, réglementées depuis 1945 et l'Union européenne se targue de cette culture, de ce respect toutes les 10 ans dans des textes nouveaux et encore une fois en 2006, en 2011, lorsqu'elle s'engage à collaborer à la protection du statut de Rome, à la protection et à collaborer au tribunal pénal international. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un double discours, une hypocrisie qu'il est important aujourd'hui de dénoncer et de condamner. La BBC, en 2024, en juin, a effectué une enquête. Elle a acté en 3 ans 43 exilés morts en mer Égée. Je reviens à ce que je dénonçais de Frontex et de ses pratiques en Grèce. 43 exilés sont morts en mer Égée après avoir été refoulés par les autorités grecques. 9 d'entre eux ont été directement jetés à l'eau par les gardes-côtes. Ceci est documenté. Et Frontex relève de la responsabilité de l'Union européenne. Et aujourd'hui, toutes ces violations des droits les plus élémentaires, eh bien, je vous demande d'en répondre. Et je pense qu'ils s'inscrivent très exactement dans les griefs. Ils constituent des actes qui sont passibles des dispositions de l'article 7 du statut de Rome, dénonçant, qualifiant le crime contre l'humanité. Une externalisation, des pushbacks, une bunkérisation aussi des frontières physiquement. Il ne s'agit pas seulement de repousser, il s'agit également de construire des barrières dont le coût est faramineux. Un exemple topique, Melilla, la barrière est d'un coût de 33 millions d'euros. Se compose de 12 km de clôture parallèle de 6 mètres de hauteur, couronnée et barbelée. Et c'est ça, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la solidarité, le respect mutuel entre les peuples, dont on a plein la bouche, la protection des droits de l'homme. Voilà encore, me semble-t-il, caractériser l'infraction, la commission de crimes contre l'humanité. Je voudrais évoquer aussi en 4e point l'insuffisance des moyens de sauvetage et la criminalisation des ONG intervenant en Méditerranée notamment. Lorsque les citoyens européens, conscients du drame qui se noue, pétris de ces valeurs fondamentales qui sont censées animer toute la culture de la société européenne, se mobilisent et viennent en aide, prétendent, souhaitent venir en aide aux exilés en mer dont la vie est en danger, eh bien on les criminalise. Et depuis des dizaines d'années, l'Union européenne, en réalité depuis la déclaration de Malte du 3 février 2017, puis du Code de conduite des ONG en 2017, le harcèlement et la criminalisation des navires de sauvetage humanitaire en Méditerranée s'est accru. Nous avons de nombreux témoignages et caractéristiques de cette criminalisation. Le chantre de cette criminalisation, l'Italie. En 2023, l'Italie a adopté un décret intitulé Piantedosi et dont l'objectif est en réalité non pas frontalement d'empêcher le sauvetage des exilés qui se noient en mer, mais de rendre le sauvetage tellement compliqué qu'en réalité, eh bien, les bateaux qui prétendent venir à leur secours doivent répondre à des conditions de rapatriement telles que leur action est limitée. En pratique, ce décret oblige ces bateaux à se rendre dans un port que l'on leur désigne, qui est évidemment
très loin du lieu où les personnes ont été sauvées en mer. Et ce qui les empêche, eh bien, éventuellement de faire un deuxième circuit pour sauver des personnes qui sont en détresse au milieu de la Méditerranée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, avant l'adoption du décret Piantedosi, l'Ocean Viking secourait en moyenne 278 personnes à chaque patrouille. Après le décret, et du fait de cette limitation et de cette restriction de leur pouvoir d'intervention, les personnes sauvées en mer en 2023 ont été réduites à 143 et en 2024 à 114. Et cette réduction du nombre de personnes sauvées, ça n'est pas une réduction des personnes qui tentent la traversée. Cela signifie que d'autres, eh bien, on les laisse mourir, on les laisse se soigner. Et ces législations-là, elles sont produites par des États de l'Union européenne, encore une fois, qui manquent fondamentalement à leurs obligations les plus élémentaires. Je voudrais aussi évoquer dans le cadre de ces sauvetages en mer et la criminalisation des ONG, aussi des témoignages effarants d'omission, de refus d'intervention et de sauvetage par les autorités publiques elles-mêmes, françaises, italiennes, grecques. Ces refus de sauvetage sont documentés et je pense vraiment que le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, qui a été rapporté par Amélie, est édifiant. L'Italie s'est également rendue coupable d'un abandon, d'une non-intervention sur une embarcation qui portait des personnes exilées et qui se sont noyées volontairement, par une omission volontaire. Eh bien, les autorités des États membres se rendent coupables d'homicide, alors volontaire, involontaire, mais à une telle échelle, à une telle répétition, eh bien, que ces actes caractérisent, me semble-t-il, le crime contre l'humanité. Alors voilà, on pourrait encore évoquer de nombreuses politiques, mais je pense que les témoignages que nous avons entendus, cette démonstration est suffisamment accablante de ce que l'Union européenne, évidemment, viole et bafoue tous ces engagements évoqués en début de mes explications, et que ces faits-là caractérisent, eh bien, un crime contre l'humanité. Lorsqu'une Union européenne laisse mourir des personnes exilées, qu'elle les regarde mourir dans la mer, aux frontières, lorsqu'elle n'intervient pas, lorsqu'elle empêche les interventions, lorsqu'elle monte des barrières, lorsqu'elle rejette des personnes qui cherchent un refuge dans des pays qui violent effrontément tous les principes les plus élémentaires du respect des droits humains, eh bien l'Union européenne se rend coupable de crimes contre l'humanité. C'est avec confiance, Monsieur le Président, que je vous laisse apprécier la lourdeur des charges qui pèsent contre l'Union européenne. Et je, évidemment, respecte le principe du contradictoire et serai très attentive à entendre ce que l'Union européenne a à répondre à ces faits accablants. Le tribunal vous remercie, maître. La parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bon, moi, je suis l'avocate de l'Union européenne, des gouvernements, voilà. Il fait chaud aujourd'hui, non? Et bon, j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps pour ce procès, donc vous m'excuserez. Vous m'excuserez si je bafouille un petit peu. Vous pourriez vous lever, maître, pour porter quand même la voix de vos clients. Ok, d'accord, Monsieur le Président, je veux bien. Je peux me lever, il n'y a pas de problème. C'est un minimum. Je tiens debout. C'est juste que là, j'ai un petit peu chaud. Bon, alors, crime contre l'humanité, on nous accuse de crime contre l'humanité, si j'ai bien compris, on est là pour ça. Alors, bon, c'est quand même quelque chose de grave. Voilà, c'est lourd, quoi. Alors, bon, moi, je ne suis pas une experte, mais on peut dire, je pense peut-être qu'on peut dire qu'il y a des crimes contre l'humanité dans cette affaire. Mais
ce qui est certain, c'est que moi, ce que je dois vous dire, c'est que c'est pas les autorités européennes les responsables, ni les autorités des pays de l'Europe. Certainement pas. Alors, en ce qui concerne les autorités européennes, les autorités françaises, espagnoles, etc., il y a quand même un rôle qui est important pour lutter contre ces crimes, parce que, bon, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. Je n'ai pas entendu parler ici de trafic de trafic de migrants. Voilà, les passeurs. Bon, les autorités sont responsables, en réalité, de lutter contre le crime, lutter contre ces crimes contre l'humanité s'ils existent ici. Et alors, le deuxième point, c'est que les autorités essayent, dans le cadre de cette lutte, d'être le plus humaine possible. Et voilà. Oui. Oui. Et aussi, on m'a dit de vous dire qu'on respecte aussi le droit. Dans le respect du droit, c'est important, ce sera mon troisième point. Voilà. Donc le premier point de ma plaidoirie, c'est de vous dire que nous, le rôle des autorités, c'est d'abord de lutter contre les réseaux criminels. Qu'est-ce qui est inhumain là-dedans? Est-ce que c'est les gouvernements et l'Union européenne? C'est même pas des humains. Voilà. Non. Non, non, non. L'Union européenne, c'est quelque chose de très positif et de très beau. Les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, ça, oui, ça, c'est mal. Voilà. C'est eux qui sont inhumains. Monsieur Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, je le cite, je vais beaucoup le citer. Là, il a dit en 2022, avant d'être ministre de l'Intérieur. Donc, c'est certainement une des phrases qui l'a amené à sa place actuelle. La seule leçon d'humanité qu'on puisse faire, c'est la fermeté. Oui, la fermeté. La seule réponse, la première réponse qu'ont les autorités européennes. Voilà. Alors, la fermeté, c'est empêcher ces trafiquants d'entrer. C'est sécuriser la frontière, première chose. Oui, il y a des frontières, il y a des règles. Les frontières existent. Elles doivent, du coup, être étanches. Voilà, donc... aux frontières de l'Union européenne, le rôle des autorités, m'a-t-on dit, eh bien, c'est d'empêcher les gens d'entrer et d'empêcher les trafiquants d'être humains d'entrer. À la frontière franco-britannique, ici, c'est la même chose, mais à l'envers. Alors, c'est pas... Bon, moi-même, je comprends pas très bien, mais là, on les empêche de sortir. Bon. En fait, on les empêchera jamais de sortir vraiment. Je vous explique. Ils peuvent partir, mais pas par là. Pas par... elle est où la mer? Pas par là. Ils peuvent partir par là, voilà. Mais bon, donc ici, on les empêche de partir. C'est un peu particulier. Mais voilà, je crois que... Bon. Et c'est ça le rôle ici des autorités. Bon. En tout cas, on sécurise la frontière. Et... alors, on a parlé, vous avez parlé de drones, de caméras, de murs. Ben oui, on est payé des millions. Hein. Les Anglais nous payent des millions pour ça, ici, là. Ici, à Calais, on a pas mal de sous. Hein. Et donc, on innove. Voilà, on est moderne. Il y a quand même du positif. Donc, on est technologique. Et on cherche des solutions innovantes. Oui. Et d'ailleurs, on est régulièrement félicité par l'Union européenne. Hein. Toutes les solutions innovantes aux frontières sont régulièrement félicitées. Il n'y a pas longtemps, bon, c'était pas nous, c'était pas Calais, mais c'était les Italiens qui étaient félicités par Ursula von der Leyen. Elle a dit traiter les demandes d'asile là-bas en Albanie, c'est innovant. Ça, c'est bien, ça sort des sentiers battus, voilà. Et voilà des solutions créatives. Bon, les frontières, voilà, elles existent, on les garde.
Et on se garde bien de les ouvrir parce que, là aussi, je vais encore citer Monsieur Bruno Retailleau. Quoi? Bah quoi? Et il a droit de s'exprimer? Alors, ouvrir les frontières, eh ben, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Alors, qui a envie d'ouvrir la boîte de Pandore? Bon. Non, c'est pas quelque chose à faire, en fait, hein, il paraît. Enfin, je ne me rappelle plus très bien ce que ça veut dire, mais... Bon. Alors, après, bon, il y a quand même des gens qui, parfois, bon, la frontière, on la garde pas très bien, voilà, pour des raisons plus ou moins justifiables, donc il y a des gens qui passent. Alors, quand ils sont là, la politique, c'est de lutter contre les points de fixation. Lutter contre les points de fixation pour ne pas créer d'appel d'air. Vous connaissez en espagnol ça? Alors ça, bon, c'est la doctrine, voilà. On ne voit pas très bien ce que ça veut dire, mais on lutte contre les points de fixation pour ne pas créer d'appel d'air. Monsieur Cazeneuve, qui était le ministre de l'Intérieur, du coup, à l'époque où le camp Jules Ferry, le camp qui était à Calais, a été démantelé, a dit, je ne sais pas à quelle date, parce que je ne l'ai pas noté, je ne peux pas à la fois démanteler les filières, pardon, non pas démanteler les frontières, n'importe quoi, je ne peux pas à la fois démanteler les filières d'immigration irrégulière et organiser les conditions pour que les trafics continuent. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que non, pas de camp ici à Calais, pas de camp. Ça, c'est sûr. Monsieur Retailleau l'a dit d'ailleurs, il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, je le découvre. Si. C'est inhumain de créer des camps humanitaires. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais, il a dit c'est un véritable retour en arrière, c'est pas possible. C'est inhumain. Voilà. Donc, bon, j'ai fini le premier point, la lutte contre les réseaux criminels. J'espère vous avoir convaincu. J'ai pas de transition. Mais le deuxième point de ce que... Je vais trop vite. Ah. Faut que je me concentre. Hein. Alors, deuxième chose qu'on m'a dit de vous dire, c'est que la préoccupation majeure des autorités est de protéger les victimes de ces réseaux criminels. Oui, on m'a dit d'insister là-dessus, c'est écrit gros. Alors, oui, Monsieur Cazeneuve, au moment du démantèlement du camp Jules Ferry, justement, là, ici à Calais, a voulu, je cite, moi j'aime bien les citer parce qu'ils disent quand même des choses quand même intéressantes, quoi. Et il a voulu, je cite, créer les conditions d'un accompagnement le plus humain possible. Voilà, humanité. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, M. Retailleau expliquait que, par exemple, ici à Calais, on dépense des millions d'euros pour les soins, l'hébergement, la nourriture des gens qui sont là. Des millions. Il a dit 20 millions sans les soins. Je ne sais pas pour quelle année exactement, d'ailleurs. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, on dépense quand même un petit peu, quoi. Enfin, c'est beaucoup des millions d'euros. Alors, mais oui, on protège les victimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On dépense des sous. Les policiers sont là. Pas ici, mais ils sont là pour accueillir, informer, pour orienter aussi. Formidable. Et ici à Calais, c'est aussi assez extraordinaire. On propose des mises à l'abri tous les jours. Des mises à l'abri en CAES. Les CAES, c'est les centres d'accueil et d'examen des situations. Bon, ils ne sont pas à Calais, ils ne sont pas sur place. Il faut prendre un bus. Il faut aller un petit peu plus loin. Bon, c'est pas grand-chose, hein.
Et d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, les migrants sont très heureux dans les CAES. C'est pas vrai? Eh oui, les associations. Eh oui, et les associations, par contre, maintiennent les migrants dans des conditions insalubres, alors que le gouvernement propose des hébergements dans des très beaux locaux. Très beaux locaux, paraît-il. Voilà. Les migrants peuvent aussi demander l'asile, pas non plus à Calais, à Lille. Bon, il faut prendre le train. Les policiers sont parfois là aussi. Mais voilà, humanité, c'était le deuxième point. Il y a quand même des choses à dire. Hein. Troisième point, respect du droit. Ça aussi. Alors attention, c'est fondamental le droit. Le droit, c'est très important. Respect du droit, ça, on m'a dit, là, c'est hyper important d'insister là-dessus aussi. Et du coup, dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels, ben, les autorités respectent les droits de l'homme. Voilà, on me l'a garanti. Voilà, j'ai eu des garanties là-dessus. Voilà, des engagements ont été pris. Et d'ailleurs, on vous a parlé de procès qui ont déjà été intentés contre les autorités pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Et je note que... Qu'est-ce que je note? Oui, eh ben non, ils ont été perdus. Voilà, perdus. 2 fois, ouais, c'est ça. Donc en fait, de 2019, c'est ça, et 2022, perdus. Bah voilà, donc c'est plié en fait, le procès. Alors, je dois dire quand même, par rapport à ce que l'accusation a dit sur les contrôles extérieurs et sur les partenariats, la Libye, bon, à un moment, il ne faut pas pousser. Oui, c'est écrit, il ne faut pas pousser. Les autorités européennes n'en sont pas responsables parce que ce n'est pas l'Union européenne. Donc voilà, il faut mettre aussi cette limite. Voilà. Et donc, en conclusion de tout ça, il est très clair que les autorités françaises et européennes ne peuvent pas, et puis toutes les autres, ne peuvent pas être condamnées pour crimes contre l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Alors le tribunal vous remercie, maître. Il vous a écouté attentivement, mais il a quand même légèrement le sentiment que vous tournez un petit peu autour du pot. Outre votre admiration pour monsieur Retailleau, qu'avez-vous en réalité à répondre concrètement aux arguments de la partie adverse sur les morts multiples aux frontières telles que ça a été exposé, sur le non-respect du cadre légal par les personnes que vous représentez aujourd'hui? Bon, j'ai pas vraiment de réponse. Hein. Après, moi, on m'a pas vraiment donné de réponse précise là-dessus, je dois le dire. Après, moi, voilà. Enfin, j'ai répondu sur le fait qu'il y avait des criminels quand même et que c'était pas nous. Donc, c'est un peu ça ma réponse. Après, je peux aussi appeler monsieur le ministre et puis lui demander un peu plus de détails qu'on vous communiquera plus tard, quoi. C'est entendu. L'accusation souhaite-t-elle reprendre la parole? Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu la plaidoirie de l'Union européenne. Elle me semble caractérisée par une grande vacuité, par une langue de bois, par l'évocation de la traite des êtres humains, mais c'est elle qui en est responsable de ces conséquences. Ce sont les conséquences de sa politique. Elle ne nous dit rien elle nous parle d'humanité, mais elle ne répond en rien aux morts qu'on vient de dénoncer. Elle en est responsable. Et
les paroles creuses ne répondent pas à la question simple. Pourquoi ces frontières sont-elles bunkérisées? Pourquoi? À quel titre? Au nom de quoi? Et quelle est la compatibilité avec ces engagements fondamentaux, les traités qui la fondent, les valeurs fondamentales dont elle a la bouche pleine à longueur d'année, qui fait la leçon au monde entier sur le respect des droits de l'homme et qui les piétine au quotidien à ses frontières. Donc, Monsieur le Président, je suis très confiante sur l'issue de ce procès. Je pense que cette triste plaidoirie est à la mesure de la tristesse de la politique qui est menée par cette Union européenne. Et c'est en toute sérénité que je vous laisse statuer sur cette demande. Le tribunal vous remercie, maître. Avant de passer au vote sur la culpabilité, est-ce que le tribunal a des questions? Merci beaucoup. J'aurais une question pour la défense. Maître? Entre humanité et fermeté, qu'est-ce que vous préférez? Moi, personnellement... Répondez à la question du tribunal, maître. Oui, non, c'est pas tranché, Au Scrabble, c'est beaucoup mieux l'humanité, par exemple. Non, j'ai pas de réponse. En vrai, c'est un dilemme philosophique, là, vraiment, que vous me posez. Je peux pas répondre. Non. Alors, j'ai quelqu'un qui souhaiterait poser une question à la défense. Je vous autorise à poser votre question, monsieur. Bon, j'avais deux questions. Peut-on encore parler de droit universel à la mobilité quand ce droit a été proclamé à une époque où la majorité des pays du Sud étaient sous domination coloniale? Et que dans les faits, ce sont principalement ces citoyens des pays du Nord qui peuvent en bénéficier librement aujourd'hui? C'est la première question. Et la deuxième question en est que la loi Darmanin prétend améliorer l'intégration tout en discutant l'accès aux droits et en facilitant les expulsions. N'est-ce pas contradictoire de parler d'intégration quand on fragilise les contradictions de séjour et qu'on précarise davantage les étrangers, notamment ceux d'origine du Sud global? Merci, monsieur. Maître? Oui, merci pour cette question. C'est que pour moi, les questions, là? Je crois, malheureusement. On a beaucoup de questions à vous poser, on fait comme on peut. Bon. Monsieur Darmanin, intégration, attendez, je cherche. Qu'est-ce qui... Ah oui. Bah, alors, bon, intégration, on peut pas intégrer tout le monde, je pense. Hein, ça, je pense qu'effectivement, bon, il y a beaucoup de questions de vocabulaire. Moi, ma spécialité, c'est pas le Becherel. Hein. Alors... Bon, Darmanin, sa loi, c'est une loi de fermeté, il faut le dire, c'est vrai. Par rapport aux frontières, il l'a dit. Alors, j'ai pas vérifié, mais je l'avais noté quand même sa citation. Depuis, c'est lui qui a dit, il aime bien, il s'est auto-cité. Je cite, « Depuis la loi Darmanin, le trafic de migrants est devenu un crime passible de 20 ans de prison. » Voilà. Donc, oui. Du coup, ça, c'est la lutte contre la criminalité, contre les trafics d'êtres humains. Eux, on ne va pas les intégrer. Voilà, ça, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça qu'on n'intègre personne. La deuxième question, c'était... j'ai pas bien compris la deuxième question. Vu comment vous avez répondu à la première, il n'est peut-être pas nécessaire de répondre à la seconde. En fait, j'ai pas compris. Le tribunal vous a entendu, maître. C'était un peu compliqué, hein. C'était une phrase un peu compliquée. Voilà, j'ai pas tout noté, désolé. Bien. Une dernière question, peut-être? Pas de question. Les débats sont donc clos. Nous allons procéder au vote sur la culpabilité à l'applaudimètre. Je vais vous rappeler dans un instant la question posée par ce procès fictif. Et je demanderai ensuite successivement au public d'applaudir. S'il souhaite répondre d'abord non, puis oui à la question posée. Je vous rappelle donc la question posée, objet de ce procès fictif.
l'Union européenne et ses États membres, par le biais des politiques migratoires mises en œuvre par ses dirigeants aux frontières extérieures et des morts qu'elles occasionnent, sont-ils coupables de crimes contre l'humanité? J'invite celles et ceux qui souhaitent répondre non à cette question à applaudir. J'invite celles et ceux qui souhaitent répondre oui à cette question à applaudir. Le tribunal populaire de Calais, au terme du procès fictif du 17 juillet 2025, et après en avoir délibéré, déclare donc coupable de crimes contre l'humanité l'Union européenne et ses États membres en raison des politiques migratoires mises en œuvre par ses dirigeants aux frontières extérieures de l'Union. L'audience est levée.